Bonjour, vous êtes un restaurant, c'est ça? Oui, exactement, un restaurant auditif. Bienvenue dans Viande Maturée, Mais non! pour cet épisode 3, Le fameux podcast? le fameux podcast. Eh oui, bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, on a tous faim, on est prêt à manger. Comment vas-tu Antoine? Je vais très bien et toi, comment vas-tu Enzo? Ça va très bien. Moi je pense qu'on peut déjà présenter ce petit menu de l'épisode 3 de Viande Maturée. Allez, c'est parti. Bon bah allez, je commence, parce que c'est moi qui en parle en plus. En apéritif, on va retrouver de la pâte à negra avec du gouda maturé 24 mois. 24 mois, ça fait 2 ans pour ceux qui savent pas compter. Donc c'est vraiment très bien maturé, ça va être bon. Ça va être maturé comme il faut. Après on enchaîne sur l'entrée. L'entrée c'est un petit poulet farci maison. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. En plat, on aura de la cervelle de veau. En dessert, on va avoir un chocolat chaud à l'oseille. Et vu qu'on avait faim pour ce podcast, et ben aujourd'hui on va se prendre un petit digestif Dijon, comme on le dit chez moi, quoi. Et ce sera un virgin, entre parenthèses, parce que peut-être bien que oui, peut-être bien que non, Morito. C'est bon? Allez. Mais je pense qu'on peut commencer par l'apéritif, hein. Petit apéro, comme disent les jeunes. L'apéritif, pâte à negra et gouda maturé 24 mois. Pourquoi ce titre? Parce que ça va parler d'alimentation, tout simplement, et de la bonne alimentation bien artisanale. Gouda maturé 24 mois, c'est parce que j'en ai acheté cette semaine, tout simplement. La pâte à negra, c'est parce que tout le monde sait que c'est bon. J'en ai pas acheté, ça coûte très 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 cher. Mais c'est pas grave. Donc pourquoi je vous ai en parlé cette semaine? Parce que récemment, là, ça fait à peu près 5 semaines, je pense, que j'ai commencé une nouvelle diète. Et même là, depuis la rentrée de septembre, j'essaye de manger bien mieux. Je mangeais déjà assez bien, mais j'allais au Carrefour. Tu sais, j'allais au Carrefour, j'achetais des trucs au Carrefour, etc. Parce que c'est moins cher, c'est plus pratique, etc. Et là, petit à petit, déjà l'année dernière, j'avais la pression d'aller au boucher tout seul. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais, vas-y, t'as payé un coup de pression. Ouais, non, mais tu sais, t'arrives et tu dis, ouais, 200 grammes de viande, t'es en mode. Et après, tu sais, à chaque fois, tu fais, ça sera tout? Oui, ça sera tout. Oui. Bah, déjà, 10 euros, oui, mais ce sera oui. tout. Donc voilà, donc là, déjà, j'avais commencé à aller chez le boucher. Pour ma viande, je mangeais beaucoup moins de viande. Là, je suis à peu près à 100 grammes par jour de viande. Mais c'est plus des steaks, même charal, même si on peut dire que charal ça va, mais compte, ça n'a aucun rapport. Ça reste de l'eau. Ok. Et là, de la bonne viande affinée en plus. J'ai ce petit plaisir chaque semaine. Ou j'y vais 2 fois par semaine à peu près. Tu prends 300-400 grammes et comme ça, voilà. Parce que la viande, ça se gâte pas 7 jours. Et je peux changer de temps en temps de morceaux de viande. Entre du rump steak, du faux filet, du beefsteak, du bœuf bourguignon, qu'on peut pas griller, attention, il faut le faire en fond de veau. Mais donc, voilà, j'avais amélioré ça. Et je me disais, ouais, quand j'aurai plus d'argent, à chaque fois, je vais pouvoir passer d'un step supérieur. Parce que le midi, je mange améliorer la viande. qualité Voilà. la qualité alimentaire, quoi. Voilà, donc le midi, c'est riz viande et le soir, c'était des sandwichs. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je peux améliorer? Et donc là, il y avait le fromage. Parce que je prenais du fromage au Carrefour. Et le fromage en tranche au Carrefour, c'est pas fou. Tu le vois quand tu le fais fondre. Voilà, on voit que c'est pas fou. Donc là, je suis allé chez un fromager. Et on va dire que le fromage pour la semaine, ça me coûtait 3 euros. Et maintenant, pour la semaine, ça me coûte 10 euros. Mais ça n'a rien à voir. C'est en plus... Je pense que c'est un bon investissement. Enfin, quand t'as de l'argent, parce que oui, c'est sûr que bien s'alimenter, ça coûte cher, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc, que ce soit dans tout, même la viande coûte cher dans le général. Et c'est pas pour ça que les gens sont véganes, mais bon, ça c'est autre chose. Mais la viande coûte cher, le fromage coûte cher, le bon fromage coûte cher. Mais je pense que c'est un bon investissement parce que ça fait travailler les producteurs français déjà, tout ce qui est français. Et surtout, c'est de la qualité. On sait ce qu'on a, on sait à peu près d'où ça vient.
si on se renseigne sur le boucher ou le fromager, tout ça. Et, et donc je pense que c'est un bon investissement. Mais plus on a... Enfin, c'est sûr qu'avec un budget restreint, c'est dur d'avoir de la vraie qualité. Mais on peut toujours faire en sorte d'avoir des bons produits. Notamment pas acheter de la merde, des trucs vraiment industriels. Mais donc je pense que tu as raison d'investir là-dedans. Après voilà, moi je vis encore chez mes parents, donc c'est un peu plus compliqué de s'alimenter, enfin de choisir sa nourriture, même si on a de la qualité, ça change pas le fait. Mais c'est sûr que toi, comme tu vis tout seul, tu peux vraiment choisir ce que tu manges. Et donc tu peux choisir qualitativement plutôt que... Enfin, même si tu as de la quantité, mais je veux dire, au moins c'est vraiment qualitatif. Et et en plus, c'est français, enfin la plupart. Et donc ça fait travailler le circuit court, ce qui est très bien pour beaucoup de choses, notamment aussi l'économie. Mais ça, on va pas débattre là-dessus, c'est pas le sujet. Mais voilà, donc non, mais en gros, c'est très bien. C'est plus cher, mais en fait, ça dépend parce que des fois, c'est mieux d'avoir un peu moins de quantité. Même si vous imaginez, vous faites une diète ou je sais pas, et vous voulez tant de grammes, ben en fait, dans un. Imaginons un steak charal. J'ai jamais fait l'expérience, mais je pense qu'on pourrait faire l'expérience, ça devrait être intéressant. De le peser cru et le peser cuit. Et je pense qu'un steak charal, quand tu le pèses cru, bah, comme il t'annonce, c'est 180 grammes, mais je pense que cuit, ça doit perdre facile 20-30 grammes. Bah, je pense qu'il y a énormément d'eau. Oui, bah c'est pour ça. Je pense. Et donc, quand tu le cuis, je pense que ça perd du poids. Et même quand tu le sens. Oui. Et donc, je pense qu'il faut goûter cuit. Enfin, faudrait peser cuit pour voir. Mais donc, si on vous dit, on vous indique un prix au kilo, mais s'il y a de l'eau qui s'évapore quand vous faites la cuisson, derrière, en fait, le prix au kilo, il est beaucoup plus élevé. Et moi, je vois la viande que j'achète chez le boucher, quand tu la cuis, il n'y a pas d'eau. Tu sais, ça fait pas le truc charal. Quand tu mets un peu d'huile pour faire cuire ta viande, bah, l'huile est cuite normale. Quand tu mets de la charal, ça fait pshhh. Au bout d'un moment, ça cuit, ça fait pshhh, et ça fait de la vapeur. Mais c'est de la vapeur parce qu'il y a de l'eau qui s'évapore. Donc, c'est pas forcément plus cher. Et encore pire sur les steaks surgelés. Là, il y a encore plus d'eau que les steaks déjà réfrigérés qui, eux, ont déjà énormément d'eau. Alors, c'est encore pire. Ouais. Et donc, là, cette semaine, donc je me disais, vu que j'avais des sandwichs avec du pain de mie, je me disais, le pain de mie, bah, du coup, ça me coûtait 2,40€ la semaine. Et si j'étais allé chez un boulanger, ça m'aurait coûté, je pense que je passais facile à 14 balles la semaine de pain de mie, parce que évidemment c'est beaucoup plus cher. Ouais. Mais là, en réfléchissant, etc., je me suis dit, déjà il y a les Too Good To Go, tu vois. Je me suis dit, putain, Too Good To Go, en vrai 4 balles, la dernière fois j'avais plein de pain et tout, et tu peux faire ça. Donc j'en ai fait un hier. Bon, j'ai eu un sandwich, donc déjà c'était bénef, même si j'ai ma diète maintenant, mais pour ceux qui n'ont pas de diète, ça fait un sandwich pas cher, parce que pour 4€, j'ai eu un sandwich. Ouais, Too Good To Go, c'est très très bien, notamment pour les étudiants. Enfin, pour les étudiants, mais tout le monde en général. Ouais. Mais c'est des paniers pas chers. Bon, après, il faut choisir les bons, les bons magasins. Parce qu'il y en a qui donnent très peu, mais il y en a qui donnent énormément. Et pour très peu cher, on peut se retrouver avec des gros paniers. Enfin, toi, c'est ce que tu faisais tout le temps. Et tu te retrouvais avec des paniers énormes. Alors que tu avais payé quoi, 4-5 balles. Ouais. C'est hyper rentable en fait. Hier, 4 balles, un sandwich. Donc un vrai sandwich dedans avec du bon chorizo. Attends, juste pour dire, ceux qui connaissent pas le Too Good To Go, parce que c'est peut-être pas de tout le monde, c'est des paniers anti-gaspillage que les magasins ont lieu de jeter ou enfin, qui peuvent pas vendre. Et ben du coup, ils font un panier de 4€, souvent c'est à la fin de journée. Ou ça peut être le midi aussi, mais souvent c'est à la fin de journée, où ils donnent les invendus ou ce qui a été un peu endommagé, mais très très peu, et ça part en Too Good To Go. Et donc ça, c'est l'application. Et donc ça permet d'avoir des paniers anti-gaspillage. Donc c'est aussi très bien pour l'environnement et déjà, et même pour l'alimentation en général, de ne pas gaspiller, quoi. Oui, c'est ça. Et donc là, bah, comme je disais, un sandwich, 2 croissants, un chausson aux pommes et une demi-baguette. Et en faisant ça, je me suis dit, attends, mais la baguette, je sais pas, chez le boulanger, mais en moyenne, la baguette, c'est 1€, tu vois. Et je me suis dit, vu que je fais 2 sandwichs le soir, je me dis, en vrai, au lieu de l'avoir dans du pain de mie... D'avoir dans du pain. Tu peux l'avoir dans du pain. Parce qu'en fait, le fromage que j'achète, quand j'achète, il n'est pas tranché. Là, je suis acheté du Gouda la semaine d'avant de l'Emmental, mais c'est un bloc. Et j'ai un bon couteau, etc. Mais c'est chiant à couper en tranches, tu vois. C'est beaucoup plus pratique de couper, enfin en tranches, en fine lamelle. C'est plus chiant que de couper juste des tranches des longs bâtonnets, tu
vois. Et donc je Mais me suis après, dit, ça se conserve mieux quand c'est pas coupé. oui, voilà. Comme le pain. Voilà, donc c'est pour ça que je peux pas tout trancher, demander trancher, je le tranche moi-même le jour. Et donc je me suis dit, attends, mais le pain, la baguette, ça doit être à 1€, 1,10€. Si j'ai besoin d'une demi-baguette par jour, ça fait 55 centimes le jour. Et donc, j'arrive pour la semaine, c'est simple, c'est 1€ les 2 jours, donc 3€. Donc on arrive à 3,50€, 4€ la semaine, au lieu de 2,40€. Donc, on passait d'une Avec du vrai différenciation pain. de prix. Oui, avec du vrai pain, de la bonne baguette tous les jours. Et avec ça, et en fait, et du coup, au lieu d'avoir un écart de 12€, j'aurais qu'un écart de 2€. Ça me coûte 2€ plus cher par semaine, et j'ai du vrai pain. Ouais. Du vrai pain qui n'est pas du pain de mie. Et en fait, il y a tellement de morale à ce truc, c'est fou, mais en gros, premièrement, il y a toujours des solutions à vos problèmes. Tu vois, là, j'aurais pu me dire, rester sur le pain de mie. En fait, plus tu t'ouvres l'esprit, plus tu vas chercher. Si tu veux vraiment trouver, tu vois, si vraiment j'avais été, je sais pas moi, par exemple, imaginons demain, mon Carrefour, ils annoncent pendant un mois, ils ont plus de pain de mie. Tu vois, bah, j'avais pas le choix. Ouais. Il aurait fallu que je trouve une solution. Et donc je me serais dit, ok, le boulanger, mais le pain de mie est trop cher. Donc peut-être que là, tu vois, de cette manière, j'aurais réfléchi, je me serais dit, ok, peut-être j'aurais pensé au Too Good To Go. Là, je l'ai pensé hier. Et là, je me suis dit, hier, en vrai, c'est bon bail, mais tu vois, il y a trop d'inconsistance. Je sais pas ce que je vais avoir comme pain et tout. Peut-être que je me serais dit, du coup, la demi-baguette. Donc, quand tu as un problème, si tu veux absolument, si tu as besoin fondamentalement de régler ce problème, tu vas trouver une solution. C'est peut-être pas la solution à laquelle tu avais pensé. Moi, la première solution, j'étais en mode, il faut que je gagne de l'argent. Quand je vais gagner beaucoup d'argent, je vais pouvoir m'acheter le pain de mie comme je veux. Mais là, dans une première mesure, il y a une autre solution qui était du coup, bah là, ce que je vais faire maintenant, c'est de m'acheter une baguette un jour sur deux. Donc un jour, parce que tu peux pas acheter de demi-baguette, je pense. À part si, je sais pas. Mais en gros, Si, il y en a, c'est des demi-baguettes, mais ça revient à plus cher. Mais, ouais. mais non, mais moi, ce que je voulais dire par rapport pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est qu'au lieu de chercher des solutions dans la précipitation, parce qu'on n'a plus, comme tu dis, et si le Carrefour ferme un instant, ou du coup, où ils ont plus de pain de mie pendant 2 semaines, ben, au lieu de penser à ça, il vaut mieux anticiper les choses et trouver des vraies solutions, parce que tu aurais peut-être trouvé un équivalent qui aurait été pas forcément bon, et tu te serais dit, bah, peut-être c'est un peu mieux que le pain de mie, mais ça aurait peut-être pas été autant que le pain. Ouais. Donc en fait, il faut essayer d'anticiper tout ça. Et c'est pareil partout. Mais et pour ça qu'il faut essayer de se dire, bon, mais là, sur telle partie, que ce soit alimentaire, enfin dans tout dans la vie, comment je pourrais l'améliorer déjà un tout petit peu avec les moyens que j'ai. Puis après, comment voir si j'ai plus de budget, comment ça je pourrais l'améliorer. Mais de manière productive, c'est-à-dire pas je veux le dernier iPhone parce qu'il est cool. Enfin, tu vois, c'est pas des trucs comme ça. Ouais. Ou je veux acheter le meilleur pain de Bordeaux parce que c'est le meilleur pain de Bordeaux. Non, c'est pas ça. Ça va pas t'apporter beaucoup plus que le pain en boulangerie. C'est vraiment essayer d'anticiper les choses et pour pas se retrouver justement à faire des choses dans la précipitation, mais que ce soit dans tout. Hein. Ça, c'est un conseil que je vous donne dans tout. Comme ça évite de prendre les mauvais choix et plutôt d'avoir des choix réfléchis. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Mais dans tout, enfin, il faut essayer de le faire dans la mesure du possible. Et sur des choses assez simples, ça peut aller sur des choses très simples comme des choses un peu plus complexes. Mais ça c'est plus compliqué dans la réflexion. On n'a pas fini parce que putain, j'ai encore plein de trucs à dire sur ce truc, c'est fou. Mais, Mais continue. ouais, et donc tout ça pour dire, enfin, pas tout ça pour dire, j'ai encore d'autres trucs à dire, mais en fait, ça part aussi d'une autre chose, ce truc d'aller de penser au pain. C'est que, en gros, quand vous essayez de vous améliorer, donc dans la démarche qu'on est nous et que vous êtes normalement en écoutant ce podcast, les améliorations entraînent d'autres améliorations. C'est un cercle vertueux en fait. Et ça vous crée ça vous faire des trucs, ça vous crée des opportunités auxquelles vous n'avez pas pensé avant. Moi, par exemple, avant, j'avais vu des recettes où il fallait des baguettes. Et je me suis dit, putain, chiant, je peux pas aller chercher le pain tous les jours, ça me fait chier, même j'ai pas le temps, tous les trucs comme ça. Tu vois? Et là, depuis, allez, 2 semaines, ouais, je pense qu'on avait commencé, on l'avait fait ensemble, mais maintenant, moi, je le fais tous les jours. C'est pour améliorer mon sommeil, mais je parlerai un moment de comment optimiser au maximum son sommeil. Pour améliorer son sommeil, voilà, le matin, prendre 10 minutes. Moi, je fais 15 minutes parce que je fais le tour, je me balade autour de chez moi, comme ça me fait faire des pas en plus. Mais donc, je fais le tour pour prendre le soleil, etc. Et donc, en faisant le tour tous les matins, au début c'était chiant, et maintenant, tous les matins, facile, je me lève, voilà, je prends ma douche froide, je fais mon hygiène, parce que je mange pas le matin, clac, clac, clac. Après, je m'habille, et je suis parti.
et je me balade 10-15 minutes. Là, et après ça, quand je rentre, je suis bien réveillé et tout. Au deuxième avantage, vous êtes déjà habillé, on est déjà dans la journée. Moi, certes, c'est sûr, parce que moi, c'est plus simple, parce que j'ai le temps, j'ai pas d'impératif très tôt le matin. Mais tout le monde peut s'adapter. Tu vois, tout le monde peut s'adapter. Les boulangeries ça ouvre très tôt, je pense, non? Ça ouvre quoi, 7h? Ah oui, ça ouvre à partir de 7h. Il y en a qui ouvrent plus tôt, mais en tout cas, ils bossent à partir de, je crois, de 3h du mat. Enfin, c'est des vies, enfin, des trucs de. Mais voilà. Par exemple, tu vois ça, délire, si vraiment tu dois trouver la solution, je pense que certains, tu vois, même si ton boulanger il est pas ouvert, voilà, on peut entamer la discussion avec le boulanger et peut-être tu dis, ouais, est-ce que tous les matins il y a moyen, je passe, et même si la boulangerie est pas ouverte, une baguette, parce qu'il y a une chance sur deux que la baguette du boulanger soit déjà prête, c'est juste qu'il a pas fait sa mise en rognon, etc., etc. Donc voilà. Et donc en baladant tous les matins, je me suis dit, au début je voulais pas, enfin, quand je sortais, je me disais, putain, j'ai pas de raison de sortir. Donc maintenant, je le fais sans avoir de raison, parce que la raison, finalement, c'est d'améliorer mon sommeil, etc. Faire mes pas, me balader, prendre l'air. Prendre l'air du matin, c'est incroyable, parce que chez nous, c'est aéré, mais il n'y a pas plus aéré que dehors. Et donc, là, je me dis, ben, en vrai, vu que je me balade tous les matins, tu vois, la boulangerie, elle est pas loin de chez moi, bah, en faisant cette balade, mon boulanger est ouvert, je pourrais très bien, clac, je passe par mon boulanger, et donc, bim, tous les matins, enfin un matin sur deux, du coup, vu que je fais une demi de baguettes par jour, et ben, je prends ma baguette chez le boulanger. Donc, en voulant améliorer mon sommeil et me balader le matin, et ben, je me retrouve à me balader le matin, et en plus, manger mieux le matin, car je peux aller acheter du pain chez le boulanger, parce que de toute façon, je suis déjà dehors, et ça change juste mon itinéraire, mais c'est tout. Et d'un autre côté, ça aurait pu être dans l'autre sens, tu vois. Ça aurait pu être l'effet inverse, ça aurait pu être, je veux absolument acheter du pain chez le boulanger, donc tous les matins, je vais sortir pour aller prendre du pain, et après, tu vas améliorer ton sommeil. Et donc, au lieu de juste aller sortir chercher le pain, bah, tu vas chercher ton pain. Et en plus, tu te balades un petit peu pour prendre vraiment tes 10 minutes de soleil. Ouais. C'est donnant-donnant. D'un côté, tu vas améliorer soit ton sommeil, soit ta qualité alimentaire. C'est pour ça que là, tu as trouvé deux raisons. Et c'est encore mieux pour te lever le matin. Parce que si tu n'aurais qu'une raison, ah bah si le matin il fait un peu froid, t'es un peu la Non, flemme, mais même en vrai, à la force, tu vois. Oui, Et j'en ai encore une autre, parce que ça m'ouvre une autre opportunité. C'est la semaine dernière, je t'avais raconté cette histoire, mais en gros, là où je suis, en fait, je savais pas, mais il y a un tout petit marché, vraiment. Il y a 4 stands à côté de chez moi. Et c'est une fois par semaine le mercredi et aussi le samedi, mais je suis pas sûr. Mais le samedi, je crois que c'est plus tard. Et en fait, il y avait un tout petit marché, et là, je marchais comme ça, et je vois, du coup, un primeur qui a des tomates, et je me dis, purée, mais en vrai, vas-y, je vais prendre les tomates, parce que je vais aller faire mes courses de toute façon. Le même jour, je devais aller faire mes courses, et je me dis, je vais prendre les tomates ici. Je vois la gueule des tomates, t'appuies sur les tomates, la tomate, tu sens qu'elle est pas molle, tu sens que dedans, c'est charnu, tu vois. Et surtout, le prix, tomate bio, directement du primeur, 3 € le kilo. C'est moins cher. Et c'est de la meilleure qualité. Et c'est de la meilleure qualité. Et donc, je me suis dit, vas-y, bon, il s'est passé un truc, c'est que, en fait, ils prenaient pas la carte. Et j'avais pas ma carte sur moi, donc ils m'ont dit un distributeur, j'ai dit ouais je reviens, mais en fait je suis jamais revenu. Parce que je suis rentré chez moi et j'avais gavé la flemme. Bref, mais du coup, cette semaine là, on est quel jour? On est mercredi là. Non, on est vraiment jeudi. On est jeudi. Ouais, je suis perdu. Mais donc hier je me suis levé, bam, je savais, je l'avais mis. Du coup, quand je suis allé faire mes courses, j'ai pas acheté mes tomates. Et aussi autre chose, parce que j'avais vu autre chose la dernière fois, j'avais vu qu'ils vendaient aussi des œufs. Et donc, j'ai pas acheté mes œufs non plus à Carrefour. Même si à Carrefour, c'est marqué bio plein air, ça reste des œufs bio plein air que Carrefour achète. Les œufs du marché, ça reste autre chose. C'est autre chose. Mais attends, le truc, c'est ça. C'est des œufs de poule qui sortent de la poule directe. Quoi. Circuit court direct. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il a la main sous la poule, quoi, la poule, hein, elle a même pas de nid. Hein. le mec a son panier sous la poule, il arrive. Il a la récepte, hein. Il a la main chaude, c'est à la fin de la journée parce que. Il a la main bien chaude. Ouais. Et donc, là, j'y suis allé mercredi, je suis allé retirer, etc. Et bim, j'ai pris les tomates, j'ai pris les œufs. Bon, le mec, je lui ai annoncé 4 boîtes de 6. Il me fait 4 boîtes de 6. Je fais oui. Et donc les 4 boîtes de 6, ça revient à 8€, tu vois. Et au Carrefour, c'est 6€ les 20. Bon. Voilà, c'est un petit peu plus cher. Mais frérot, je suis rentré chez moi parce qu'en fait, il m'a donné des boîtes. Et là, je vois des boîtes avec marqué Bio c'est bon dessus. Tu sais, je savais que c'était la marque d'Aldi. Et là, il me donne une autre boîte avec un autre truc. Parce qu'en fait, il y avait des œufs qui étaient dans plein d'œufs et tout. Et lui, il me sort direct du camion parce que je pense qu'il était assez tôt. Et en fait, j'ai eu un doute sur est-ce que c'est des œufs que lui, il vend à Bio c'est bon. Et du coup, juste, c'est ses restes.
Je rentre chez moi, déjà, tu vois, sur les œufs, il n'y a aucun marquage. Et là, je prends la boîte des œufs Carrefour où je m'étais dit, putain, en ce moment, ils sont plus gros que d'habitude. Je prends les œufs du producteur, je fais. Ah oui. La comparaison. Ah oui. Ouais. Ah oui. Bah, en fait, si tu mets l'œuf du producteur devant l'œuf de Carrefour, bah, tu vois plus l'œuf de Carrefour. Voilà. Donc. Là, mais c'est. Ouais. Donc, en fait, c'est pour dire plein de choses. C'est pour dire que il y a tellement de manières de manger mieux. Il y a, en fait, tout ce qu'on mange au Carrefour, tout ce qu'on mange industriel, on a oublié que c'était possible de le manger artisanalement. Tu vois, rien que je me suis dit, j'achète de la purée de tomate. Je pourrais peut-être la faire. Tu vois. Et deux, il y a quelque chose qui s'appelle des épiciers. Et je pense que les épiciers font de la purée de tomate. Donc là, je vais y aller un moment pour aller voir s'il y a pas un épicier pas loin de chez moi et tout. Voir s'il fait de la purée de tomate. Tu vois, tout ce qu'on achète. Même les glaces, y a un glacier à côté de chez moi. Tu vois, genre, bon. Après, non, mais là, je dis pas d'acheter tout artisanal. D'accord. Enfin, moi, c'est mon objectif final. Moi, c'est mon objectif final. Moi, mon rêve, je veux avoir de l'argent et tout. Et à la fin, je vais me faire kiffer et manger que des produits de bonne qualité, tu vois, et faire travailler les commerçants et tout. Et toi, avoir de la bonne bouffe. Mais je dis pas qu'il faut le faire maintenant, mais je dis juste que, tu sais, j'avais même zappé. Tu sais, je me disais, quand je faisais mes cours, je me disais, ok, ça, je peux acheter au boulanger, au boucher, au fromager. Et je me disais, bah ça, non, je le trouve qu'au Carrefour. Sauf que non. Tu vois. Tu vois. Parce qu'on connaît pas aussi. Parce que c'est aussi. Enfin. On connaît tout ce qui est en grande surface, mais on connaît pas tous les petits producteurs. Oui. On connaît pas forcément qu'il y a un petit magasin qui va te vendre un truc hyper artisanal, hyper local. En fait, on sait pas. On n'est pas au courant de tout ça. Mais c'est comme les mincés de poulet que j'achète déjà cuits. Tu peux le faire toi-même, mais tu as aussi des trucs traiteurs comme le poulailler d'Augustin, je pense que ça s'appelle. Où tu peux trouver des trucs comme ça. Oui. D'ailleurs, petite info sur le poulailler d'Augustin. Mon cousin issu de Germain a ouvert le poulailler de Peyo à Anglette, qui est la reprise de poulailler d'Augustin, mais juste à Anglette. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un très bon traiteur si vous voulez y aller. Voilà. Si jamais. Donc on peut trouver tout de manière artisanale. Les glaces, j'ai un glacier, tu peux aller voir ton glacier et prendre des boîtes de glace. Enfin, en fait, moi je n'y pensais même plus. Mais tu sais, un glacier, toi tu peux acheter la glace sur place et la manger direct, mais tu peux leur demander qu'ils te le fassent dans des pots, et comme ça tu as la glace de glacier chez toi. Tu vois. En fait, on peut tout avoir artisanalement. À part les mouchoirs, le PQ, l'eau, d'accord, les bouteilles d'eau, tu vas l'acheter chez le truc. Tu vas l'acheter au supermarché. Mais tu as tellement de trucs que tu peux acheter ailleurs et on peut faire mieux. Donc, pour ça, essayez de chercher à améliorer cette alimentation de la qualité. Et surtout, regardez bien les prix. Parce que c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps plus cher de manger artisanal. Le poulet, la viande, c'est pas tout le temps plus cher. Là, tu vois, le bœuf bourguignon, si on fait l'effort de le préparer, chez mon boucher, le bœuf bourguignon, il est à 20 € le kilo. Le bœuf le moins cher, enfin la viande la moins chère, à Carrefour au bœuf, si t'achètes 1 kilo, la manière la plus économe, c'est à 25 € le kilo. Donc là, du bœuf bourguignon, c'est 20 € le kilo. Voilà. Et aussi pour dire, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus sur ma morale. Oui, c'était voilà. Plus vous voulez vous améliorer, plus vous allez avoir des opportunités de vous améliorer encore plus, d'améliorer. Ça va venir à vous. C'est un cercle vertueux. Voilà. Moi, j'en ai fini avec cet apéritif qui était bien long. On a profité de l'apéro. On a bien mangé pour l'apéro déjà. Voilà. Je pense qu'on peut passer à l'entrée. On peut passer à l'entrée. Donc le petit poulet farci maison. Alors petit parce que on va parler du nouveau MacBook qui est prévu pour environ 2024, donc deuxième semestre 2024 de ce qu'ils disent Apple. Et en fait c'est un MacBook beaucoup moins cher, enfin beaucoup moins cher que les autres MacBooks actuels. Et il est moins ou plus cher que l'ancien ? Que la première, il est moins cher. Il est moins cher à sa sortie que le MacBook Air de 2021 ? En fait, oui, parce qu'en fait, ils envisageraient, enfin, là c'est plutôt les rumeurs, mais ce serait un MacBook 12 pouces. Donc, ce serait un Attends, mais il est pas encore sorti ? Non, il n'est pas sorti. Ah, mais tu parles pas celui qui est sorti là récemment, là ? Non, là je te parle du MacBook 2024. Ah, ok. Pas 2023.
Donc en fait, c'est le MacBook qu'ils envisagent de sortir à bas prix pour toucher une clientèle plus modeste. Et en fait, ce serait plus petit. La plèbe. Ce serait plus petit. Et ça, en fait, ce serait pour concurrencer le Chromebook de Google. Alors, je sais pas quelle gueule ça va avoir le Mac. J'espère pas que ça va trop changer parce que le design est quand même joli. Mais si ça a la gueule du Chromebook, ça me ferait chier, quoi. Tu veux savoir ce que ça va être? Ouais, enfin, je sais pas. Ils ont montré des images ou pas? Non, c'est juste là, c'est la rumeur. En fait, ils toucheraient la puce M3, donc la dernière grosse puce qu'ils ont, Ah ouais. dans le petit Mac, mais à bas prix. Donc, je sais pas ce que ça donnerait. Tu sais ce que ça va être? Je pense que ça se trouve, ça va être juste un iPad. Enfin, ça va être. Ils vont presque mettre toutes les composantes qu'ils ont dans l'iPad actuellement. Parce que les iPads, ils sont à combien aujourd'hui? Attends, je vais aller voir. Mais je pense qu'ils vont mettre les composantes. Les iPads, ils sont autour de. Enfin, un bon iPad de taille normale, je pense que c'est aux alentours de 700 €. Mais ça reste moins cher qu'un PC, tu vois. Ça reste moins cher qu'un PC, mais ça a pas toutes les fonctionnalités, enfin, les gros logiciels qu'un ordinateur. Oui, mais s'ils ont leur puce M3. Pour moi, je pense qu'ils vont rendre l'ordinateur. Je pense qu'ils vont rendre le MacBook tactile. Donc ça va être comme une tablette. Mais tout avec toute la performance d'un MacBook. Dans un écran plus petit. Donc je pense un 12 pouces. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'avant, il y avait des MacBooks 12 pouces. Maintenant, ça n'existe plus. C'est minimum 13 pouces. Ça va être un iPad Air. En fait, ça va être un iPad Air avec un meilleur processeur. Pour pouvoir faire tourner des trucs. Je sais pas, je pense. Mais je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire en vrai. Parce que. Oui, c'est ce qu'ils essayent de faire. En fait, ils essayent de concurrencer tout ce qui est. Parce que les gens, c'est sûr que acheter un MacBook, c'est cher. Après, quand tu es dans Apple, c'est sûr que c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Moi, je trouve ça très utile, surtout. Mais je pense qu'ils essayent de se réadapter à leur clientèle parce que c'est de plus en plus cher. Et il y a des gens qui aimeraient avoir un MacBook, mais pour pas cher. Parce que le MacBook, ça reste cher. Ça reste plus de 1 000 €. Et enfin, même après, ça dépend des promos. Des fois, il y a des promos, tout ça. Mais ça reste aux alentours de 1 000 €, voire 1 500 €. Ça dépend des MacBooks. Mais donc, je pense qu'ils essayent de s'adapter à la clientèle et surtout de concurrencer tout ce qui est Google. Parce que leur Chromebook, moi, j'aime pas du tout le design, j'aime pas du tout enfin, l'utilité, tout ça, j'aime pas comment c'est fait. Mais c'est sûr que c'est très utile. C'est un mini ordinateur que tu peux transporter partout. C'est la puissance d'un ordinateur. Et en plus, c'est tactile, tout ça. Donc, ça touche à la clientèle. Je sais que de plus en plus de personnes se retournent vers l'iPad en guise de Mac. Parce que c'est tactile, parce que c'est plus utile, c'est plus interactif. Donc je pense pour moi qu'ils vont pas, ouais, c'est comme tu dis, c'est avoir un espèce d'iPad Pro, mais dans un Mac avec la puce du Mac. Enfin, je sais pas comment ils vont formuler ça, mais je pense pour moi qu'il va être tactile. Mais en tout cas, ils annoncent un MacBook bien moins cher que ce qu'ils proposent déjà, quoi. Ouais, moi je pense que ça va être comme un iPad. Parce que aujourd'hui, l'iPad, en fait, il fait. Le truc, c'est qu'il fait presque tout ce que fait un ordi. Mais juste, il fait pas tourner certaines applis. Et s'ils ont leur puce M3, ça veut dire qu'ils pourraient faire ça. Mais ouais, ça reste à voir. Donc on verra. On verra bien. Après, on peut passer à la... Quart de finale. Au poulet farci. Poulet farci, parce qu'on s'est fait farcir. Donc là, on s'est fait défoncer par... Tu sais que j'ai vu une pancarte d'un mec qui est allé aux demi-finales. Et il a marqué Ben, on te kiffe pas. Parce que l'arbitre c'était Ben au kiff. Et donc Ben, on te kiffe pas. Mais non, on peut revenir sur ce quart de finale. Pour moi, discutable. Je sais pas pourquoi on revient dessus, parce que ça me fait mal. Mais... Ça me fait mal. J'étais passé au-dessus, ça me fait mal. Ça me fait mal, mais. Ça fait mal parce que on sait que ça se joue à un point, donc c'est pas une grosse défaillance de l'équipe de France, même si on a fait beaucoup d'erreurs. Mais le pire, c'est que ça se joue à des décisions d'arbitrage. La matrice nous attaque. Il y en a plein qui... Matrice attaque la France. Comme le compte de Colby, le grattage où il a les mains sur le sol, les percussions des Sudaf, les coudes en avant dans la gueule, qui l'ont fait 3 fois, je crois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et d'ailleurs, la Ligue internationale de rugby a reconnu 4 ou 5 erreurs majeures d'arbitrage. Donc c'est des grosses erreurs. Mais tu vois, ça, c'est peut-être la morale de ce truc. C'est qu'en fait, les grosses entreprises nous chient dessus.
par les Français, les clients. Ils s'en battent les couilles. Oui. Ils nous chient dessus parce que World Rugby annonce qu'il y a 5 erreurs majeures d'arbitrage, 3 Et on fait rien. au désavantage de la France, 2 au désavantage de l'Afrique du Sud. Mais c'est pas nous, on fait rien. C'est que eux, ils annoncent ça. Donc, en gros, ils disent que le corps arbitral a été mauvais sur ce match, extrêmement mauvais dans une compétition majeure. Il n'empêche qu'ils remettent Ben O'Keefe pour la demi-finale. Oui, mais surtout, Pour l'Afrique du Sud. moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils mettent Ben O'Keefe, c'est un néo-zélandais, sur l'autre quart de finale qui ne concerne pas la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'en gros, il va choisir l'adversaire de la deux Nouvelle-Zélande. hypothèses. Un, ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à branler. Oui, 2, ils ont déjà choisi un gagnant. ce qui est fort Ils ont probable. déjà choisi un gagnant. Peut-être c'est pas complotiste, mais quand on voit la Coupe du Monde de foot et l'Argentine, au bout d'un moment, il y avait. Oui. C'est truqué, c'est pas truqué. Enfin, c'est oui, c'est pour moi, c'est Non, c'est pas trop. Enfin, Si, c'est les qu'il y a gars sont beaucoup pipés. de concours de circonstances Non, qui au s'accumulent. bout d'un moment, c'est pas un concours de circonstances. Il y a des erreurs majeures sur plein de matchs. Pour moi, c'est pas un concours de circonstances. Dans 10 ans, tout le monde aura oublié. Tout le monde aura oublié que les dés étaient pipés. Dans 10 ans, on aura tous oublié que cette finale-là, cette compétition-là, l'Argentine, on a tous oublié. Tout ce qu'on se rappellera, c'est Messi a. Que Messi a eu Voilà, sa Coupe mais du c'est tout. Monde. Voilà. C'est tout. Donc c'est pour ça qu'ils s'en battent les couilles. Parce que le truc, c'est d'avoir une histoire. C'est de dire regardez le foot, parce que dans le foot, il peut se passer ça. On peut avoir des joueurs comme ça. Et c'est pareil au rugby. On veut avoir des histoires à raconter. Des idoles pour acheter des maillots, pour avoir envie de participer, avoir envie de regarder, se dire que ça peut arriver. Et donc, au rugby, je sais pas pour quelle raison, mais la France, on se fait baiser pour ne pas gagner. Les Sudaf sont suravantagés en ce moment. Dans le ruck, ils sont dégueulasses. Ils ne suivent pas, ils sont pas conformés aux normes internationales contre le dopage. Donc, Oui, pour le non, dopage. mais donc, il y a plein de choses. C'est pas du complotisme. C'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, moi, je me mets à la place de World Rugby. Je m'en bats les couilles de ce que pensent les spectateurs. Je suis une entreprise, je suis là pour faire du chiffre. Très bien. Passionné du rugby ou pas, on s'en bat les couilles. D'accord. D'ailleurs, tu sais qui c'est le vice-président de World Rugby? Ça me fume. Je savais pas. Non. C'est Bernard Laporte. Ah ouais? Ouais. Et lui fait Il a rien. magouillé un peu en France, et maintenant il magouille à l'international. Non mais, tout ça pour dire que c'est pas du complotisme, mais moi je me mets à la place de World Rugby. Je suis une entreprise, je veux faire du chiffre. Très bien. C'est quoi mon but? Comment je fais du chiffre? Bah, j'ai des partenaires majeurs, j'ai plein de spectateurs, voilà, il faut faire ça. Et si pour ça, il faut que j'ai des belles histoires, ben on aura des belles histoires. C'est quoi des belles histoires à cette Coupe du Monde? Tu regarderas, dans 10 ans, on a oublié. Tu regarderas cette Coupe du Monde, on dira le match Nouvelle-Zélande-Irlande était un match incroyable, c'était le dernier match de la carrière de Sexton. Le match France-Afrique du Sud était énorme, il y a eu plein d'essais, etc. L'Argentine est allée en demi-finale. Les Fidji sont allés en quart de finale. Non, l'Argentine est allée en quart de finale, pardon, aussi. On te dira ça, et que ça, ils se sont bien battus. Ça créera des histoires. Dans les têtes des enfants, ça créera des histoires. C'est tout. Et ils s'en fichent des spectateurs actuels. C'est pour ça ils nous chient dessus. Oui, on a fait des erreurs. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. L'arbitre a fait des erreurs. Vous êtes pas content? Ah, d'accord. Bah, d'accord. Ok. Oui, pardon. Il a fait des erreurs. C'est bon? On s'est excusé? Ok. Bon, bah, Ben O'Keefe, il arbitre à la demi, alors. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils s'en battent les couilles. Mais ce mec devrait. Enfin, il aurait même pas dû arbitrer la demi-finale. Après un match comme il a fait. Mais on dit ça parce qu'on va dire on est un peu des rageux et tout, parce que c'est la France. Ça aurait été n'importe quelle équipe en face de l'Afrique du Sud. Ça aurait été le même match. C'est-à-dire que le mec aurait arbitré pareil et on aurait dit exactement la même chose. Mais juste pour notre Comme équipe. Irlande-Nouvelle-Zélande, c'était avantageux pour l'Irlande. C'était une horreur. Mais comme l'Irlande est avantagée depuis plusieurs années. Bref. Tout ça pour dire, oui, il y a quand même une morale à cette histoire. Parce que moi, j'ai essayé d'en tirer une morale. Il faut arrêter, c'est n'avoir des réactions que par rapport à des choses qu'on maîtrise. Quand je suis sorti du match, parce que je suis allé voir, je suis sorti du match, je me suis dit, est-ce que je pouvais faire quelque chose pour que la France gagne ce match? Non.
d'accord? C'est pas crier allez la France. Mm. Est-ce que je peux faire quelque chose pour qu'il y ait une justice sur l'arbitrage? Non. Bon bah d'accord, bah est-ce que j'ai perdu quelque chose? Non. Donc je pouvais rien y faire, je ne peux rien y faire et je ne pourrai rien y faire. Donc j'ai aucune raison d'avoir une réaction, une émotion par rapport à ça. Ça c'est dans le rationnel. Oui, j'ai été dégoûté, mais j'ai essayé de faire en sorte de me dire, bon bah j'essaye demain, le lendemain, voilà, je vais vivre ma journée. Je vais pas me dire, oh non c'est bon, la France a perdu, je peux faire de la merde, je peux être dégoûté, je peux être énervé. Non, c'est tout. Ça n'avait aucun lien avec moi, je n'avais aucune interférence avec ça. On passe à autre chose. Et je dis ça comme si ça s'applique aux mauvaises choses, ça devrait s'appliquer aussi aux bonnes choses. Donc, en gros, il faut aussi dire que si la France gagne, on s'en prend. Oui. Je dis pas de faire ça, mais je dis d'essayer d'avoir ce raisonnement de si on n'a aucun effet dessus, c'est pas censé nous impacter. Voilà. Mais pour en finir avec ça, qui tu penses qui va gagner la Coupe du Monde? Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Nouvelle-Zélande. Moi je pense que ça va être la Nouvelle-Zélande, mais j'ai très peur que l'Afrique du Sud soit avantagée. Je sais pas pourquoi. Mais... Moi en vrai je te dis, je t'avoue je m'en branle. Mais attends, juste je reviens sur le truc. Mais le fait d'être détaché émotionnellement des choses sur lesquelles vous n'avez aucun impact, ça démontre d'une certaine intelligence. Parce que moi je repense à cette histoire. Est-ce que tu te souviens, ça en avait parlé, du premier du clip de PNL où il y avait un méchant qui s'appelait Coca, je sais pas, qui avait les cheveux rouges. Et des gens étaient allés le menacer de mort. Pourquoi? Parce que dans le clip, c'était un méchant. Tu vois, t'as même pas compris le lien. C'est des gens qui sont tellement attachés émotionnellement qu'ils sont allés s'énerver contre un acteur parce qu'il joue un méchant dans un clip. Non, mais c'est comme s'énerver contre un méchant dans un film. Mais c'est ça. Enfin, mais c'est parce que à ce moment-là, tu t'attaches émotionnellement à quelque chose où tu n'as aucune action. Et donc voilà. Mais c'est pour montrer que voilà, t'as les extrêmes. Et donc il faut essayer de pas faire ça. Parce que bon, là, c'est des extrêmes. Il faut vraiment être débile pour faire ça. Mais c'est vraiment de se dire si on n'a aucun effet là-dessus, bah c'est pas censé avoir d'effet sur moi. Attends, c'est très bien dit de ma part. Je suis énorme. Non mais t'as raison, c'est une bonne morale de tout ça, mais voilà, pour moi on s'est fait enfumer dans ce match, mais bon. On reviendra plus fort comme on dit. Ouais. Avec deux meilleurs joueurs, enfin même si on avait pour moi la meilleure équipe de la Coupe du Monde, mais... On va passer à la dernière news qui est enfin une bonne nouvelle. D'ici 2025, les restaurants en France devront indiquer sur leur menu si leurs plats ne sont pas faits maison, a annoncé Olivia Grégoire, la ministre en charge des petites et moyennes entreprises et du commerce. Les restaurateurs devront afficher un logo sur la carte en face des plats surgelés et industriels qu'ils proposent. Et ça, c'est très bien. Et ça revient à ce qu'on a dit dans l'apéritif. Et ça, c'est monstrueusement bien parce que ça va profiter aux restaurateurs qui sont dans le circuit court et dans la qualité française. Parce que on va manger de la bonne viande, des bons produits, des bons légumes, tout va être excellent. Et on va voir, après voir comment ça va être jaugé, mais on va voir ceux qui produisent beaucoup de surgelés, ils vont devoir se réadapter, donc ça va être un bazar pas possible. Donc c'est là que ça va changer et je pense qu'ils ont dit dès 2025 pour que les gens se mettent à la norme. Mais là, ça va être vraiment intéressant. Et surtout, on va arrêter de manger de la merde parce qu'on va manger de la bonne qualité. Et j'espère dans beaucoup plus de restaurants. Moi, je suis pas aussi optimiste que toi. Je pense... Tu penses qu'il y aurait beaucoup de personnes qui mettraient surgelé? Alors pour pas se mettre en fait, à la je norme. pense... Mais je regardais dans une vidéo, mais je sais plus quand. Mais en fait, tu sais, à un moment, sur la politique de santé publique, il y avait une injonction, pas une injonction, mais on encourageait les gens à être en bonne santé. À la télé, avec Maïté, Bien Cuisiner, Top Chef. Top Chef, c'est ça. Indirectement, Top Chef, ça reste quand même une émission du service public. Oui. Non, Top Chef, c'est quoi? Non, c'est pas sur France 2, c'est sur M6. Sur M6. Ah, c'est pas service public. Mais Masterchef, c'était France 2. Oui, c'est France 2. Bref, je sais plus. Petit plan en équilibre. On pense à Petit plan en équilibre, on pense à Top Chef. C'est à vous, même des émissions de plateau où on mangeait de la bonne nourriture. Pour la culture française, mais aussi pour... Voilà, on va chercher à bien manger.
Et aujourd'hui, ces émissions, elles sont en recul parce qu'on a abandonné un peu le fait c'est la politique de santé publique d'abandonner le fait de bien manger parce qu'on voit avec la montée de l'obésité que on a laissé tomber un peu. Et on le voit un peu avec cette mesure parce que même si cette mesure, on a l'impression qu'elle va dans l'autre sens, on se dit, moi je me le dis personnellement, mais qu'est-ce qu'on attendait? Tu sais, qu'est-ce qu'on attendait? Oui. C'est pas compliqué de demander au restaurateur de se mettre à une norme, de juste dire ça c'est fait maison, ça c'est surgelé et ça c'est congé. D'accord, il faut mettre en place des mesures de contrôle, etc. Mais qu'est-ce qu'on attendait? Eh ben, soit le gouvernement était trop bête pour le faire, ou alors on attendait tout simplement que les gens n'en aient strictement plus rien à faire. Moi je pense justement que les gens aujourd'hui, la majorité, je parle, demain ils vont aller en restaurant, il y en a qui ne vont même pas regarder. Si c'est marqué fait maison, surgelé, congelé. Il y en a, ça ne les intéresse pas. Mais tu le vois, les gens, ils mangent à haut tacos. Ils mangent des hauts tacos. Non mais ils mangent des hauts tacos. Ils se disent, ah ouais c'est bon. Ah ouais c'est bon. Et t'en as qui dire, ouais je sais que c'est pas ouf, mais ouais ouais c'est bon. Tu sais, c'est même plus, alors que tu vois des entreprises comme McDo, Burger King, ça reste du fast-food. Mais il y a quand même une politique de montrer que c'est de la qualité. Parce que on est passé à un prix qui est bien plus élevé. Donc c'est une clientèle, même si ça reste pour tout le monde, enfin tout le monde y va, mais ça reste plus cher. Donc on cherche plus de qualité quand même au McDo. Donc on voit qu'ils marquent ouais, label AOP, il y a des pubs pour montrer que c'est français. Au tacos, ils s'en branlent. Il n'y a pas de pub qualité. Le truc, c'est de montrer que dans le tacos montagnard, vous avez le gratinage qui a mangé. Tu vois? Et les gens s'en foutent. Ils voient que c'est de la merde. Mais ils s'en foutent. On est passé à un autre cap de l'alimentation. On s'en fout de savoir ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'on veut, c'est manger. Et donc, je pense que cette mesure, elle arrive maintenant parce que on a passé ce cap. Et donc, ils savent très bien, pertinemment, que de 1, les gens ne vont pas forcément regarder. De 2, vu que les gens ne vont pas regarder, les restaurateurs, ils vont continuer à faire du surgelé. Juste, ils vont le montrer maintenant, mais ils vont continuer à faire du surgelé. Et donc, cette mesure, elle va avoir comme seul truc de dire ouais c'est bien la France, on contrôle bien. Pour les touristes vont dire waouh, oh my god, c'est marqué que c'est on my de pas. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est aussi pour se mettre à la norme de l'Union Européenne. Parce que je pense que ça va se faire dans toute l'Europe. Enfin, le bien-être alimentaire. Parce que ça vient pas de... Je pense pas que ce soit une idée française. Oh, je suis pas sûr. Enfin, je suis pas sûr parce que le Nutri-Score, quand même, ça vient pas de France. Mais en termes de nourriture, la France, quand même, on a des contrôles qui sont bien baisés. Bien avancés. Mais je sais pas si ça vient de l'Europe et tout. Mais en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que ils le font maintenant parce qu'ils ont compris qu'on s'en foutait. À l'époque, faire ça dans les années 2005 où les gens, mais même avant, où en fait on est allé en décrescendo, les gens ont baissé leur niveau d'attente. Faire ça à une époque où le niveau d'attente était élevé, ça a condamné la plupart des restaurateurs à fermer. Oui, mais c'est clair. À fermer parce que je pense que ça va. Parce que le surgelé, au-delà d'être rapide, le surgelé, ça permet à certains restaurateurs de ne pas avoir à cuisiner parce qu'ils ne savent pas cuisiner. Le fait maison, ça reste un art. Ça reste savoir assembler des goûts, assembler des choses, cuisiner les choses, connaître les produits. Et ceux qui font du surgelé, il y en a qui n'ont pas cette connaissance. Qui ont des cartes à rallonge et qui n'ont pas cette connaissance. Et donc, devoir passer à autre chose que ça les condamne à fermer parce qu'ils ne savent pas cuisiner. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la plupart, ils vont garder les mêmes produits, juste, ils vont annoncer leurs produits, mais du coup, cette mesure est faite que juste, ça va être éthique, ça va montrer un côté éthique de la France, ça va donner une bonne image de la France, des restaurants français. Mais la bouffe, je pense qu'il y aura peut-être quelques petits changements de certains, mais je pense que de manière majoritaire, ça va pas changer grand-chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais bon, c'est déjà une bonne chose. Oui, c'est mieux que rien. Moi, ça me ferait plaisir de voir ce qui est fait maison ou pas, et ce qui est fait par des produits français ou pas. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça bénéfique pour moi. Et on verra. Je pense que je suis pas le seul, mais je suis d'accord avec toi que je pense qu'il y a la plupart des gens s'en foutent.
Et ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais je pense aussi qu'il faut aussi voir comment elle se met en place cette mesure, parce que c'est quoi fait maison? C'est de A à Z, si tu me fais des pâtes, est-ce qu'il faut que ta pâte elle soit faite? Enfin, voilà, il y a plein de. Je pense qu'il y aura des réglementations. Il y a plein de choses à voir. Est-ce que si la majorité de ce qui est dans l'assiette est fait maison? Et les restaurants, est-ce que McDo doit s'y conformer aussi? Est-ce que. On sait pas. Tu vois, McDo dans un burger, peut-être qu'il y a les tomates qu'ils achètent et qu'ils coupent, donc c'est fait maison. Mais les burgers ils sont déjà prêts. Comment ça va se. Voilà. Je pense qu'il y a toutes ces questions-là à voir. Mais. Je sais pas qui sera concerné, Enfin, je pense que ça va être. C'est déjà étudié, mais ce sera mis au public bientôt. D'ici 2025, on a le temps. On a le temps. Bon, 53 minutes de podcast. On peut enfin passer au plat. On peut enfin passer au plat. Bon, on va vous parler plutôt en bref parce que ça peut être un sujet qui peut être très long. Mais on va vous dire l'essentiel. Ok. Donc on va passer le plat. Cervelle de veau. Ok, en plat, cervelle de veau. Tout simplement parce qu'on va vous parler d'un outil, Notion. Je vais revenir dessus après, vous en faites pas. Mais surtout de l'idée du concept de se créer un second cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un second cerveau? C'est très simple. C'est comme un cerveau, mais c'est pas vous qui l'avez. C'est en fait retranscrire sur une application, via un ordinateur, via plusieurs outils, les fonctionnalités que vous avez avec votre cerveau, de les retranscrire pour se délester de ses tâches, de ses pensées, et les mettre dans l'outil, surtout pour avoir une meilleure visibilité. Là, c'est un peu flou ce que je vous dis, mais par exemple, un second cerveau, ça va être par exemple un tableau Excel, d'ailleurs je vais en parler dans l'autre rubrique, un tableau Excel pour traiter ses finances. Avoir un tableur, enfin pas un tableur, mais une base de données pour voir où est-ce qu'on en est de ses habitudes. Un endroit pour écrire des notes, pour écrire ses idées, pour écrire ses projets, pour faire des résumés de vidéos, de podcasts, de livres, écrire des idées. Inclure des PDF. Écrire des PDF. Par exemple, si vous faites des études, moi mes études, il y en a qui utilisent Document, moi j'utilise Notion, et tout est regroupé sur Notion pour avoir donc mon second cerveau, parce que le but avec mes études c'est de me mémoriser des choses, mais quand le prof il parle, il faut bien retranscrire ce qu'il dit, et après faire ce passage-là. Donc en fait, votre second cerveau c'est votre support principal avant d'entrer dans votre cerveau, et tout n'ira pas dans votre cerveau. Le but de ce second cerveau c'est aussi de se délester de certaines informations. Donc avec ça, vous voyez, on peut faire tellement de choses, c'est vraiment hyper vaste. C'est pour ça que nous, on utilise avec Antoine Notion, parce que c'est une sandbox, donc on peut créer tout et n'importe quoi. Ceux qui utilisent l'outil, vous verrez, la première fois que vous allez l'utiliser, on a l'impression qu'on peut rien faire. Enfin, c'est très très dur de l'utiliser. Enfin, c'est pas dur, mais c'est compliqué. C'est tellement vite que c'est compliqué à comprendre. Mais donc, aujourd'hui, on voulait vous parler de cet outil, parce que nous, on l'utilise depuis... Notion, moi ça fait 2 ans. 1, 2, 3. Moi ça fait 3 ans et demi. Non, 2 ans. Non, 2 ans. Moi ça fait 3 ans et demi. 2 ans. 2 ans et demi. Moi j'ai commencé fin terminale. Oui, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi? Oui, 2 ans et demi. 1, 2. Ah oui, 2 ans et demi. Bon. Bref. Pardon. Donc voilà, ça fait 2 ans et demi qu'on l'utilise. Moi au début je l'ai utilisé. Pourquoi je l'ai utilisé? Oui, j'ai utilisé parce que il y avait des vidéos de développement personnel sur des conseils de finance, etc. Et je savais pas où le mettre. Moi je déteste écrire. J'écris très mal. Et donc il me fallait un truc sur l'ordinateur et j'ai trouvé Notion. Et donc sur Notion je pouvais mettre un lien de vidéo, le mettre dans une base de données et après mettre les résumés et retrouver facilement mes notes et l'accès à mes notes. Donc j'ai fait ça pour ça. Et après, nous avec Antoine, parce que l'avantage de Notion c'est qu'on peut collaborer. Et donc nous, vu qu'on faisait les mêmes études, on pouvait se partager les cours, qui fichait les cours, etc. Et après, on regroupait tout sur Notion. Chacun, on pouvait voir le Notion de l'autre. Et donc, on avait accès à tous les cours sans avoir besoin de s'envoyer des liens constamment, s'envoyer le fichier, dire où il est le fichier, est-ce que tu l'as, nanana. Non, facile d'accès. Donc, on vous a donné les utilités
de Notion, mais on va vous donner au fur et à mesure des semaines, nous, notre utilisation, et notamment des manières d'utiliser de manière concrète. Mais avant ça, il faut maîtriser les bases de Notion, de l'outil. Donc, je vous rappelle le nom de l'outil, Notion, Notion. On peut y accéder sur téléphone. Notion en français. On peut y accéder sur téléphone, sur ordinateur, sur tablette. Il est disponible directement, on peut y accéder directement via Internet, mais on peut aussi le télécharger en application. Donc, on vous fera sur Insta un petit tuto pour les bases de Notion. Mais avant ça, si vous voulez, il y a un YouTuber qui s'appelle Shubham Sharma, qui moi m'a tout appris sur Notion. Et, il explique très bien et très clair, très concis. C'est très concis, très basique, très facile à comprendre surtout. Le GOAT. Et donc, ça s'écrit, parce que c'est compliqué à écrire, mais vous y ferez, même son prénom au début, moi j'étais pas habitué. Shubham Sharma, ça s'écrit Shubham, espace, donc ça c'était Shubham, Sharma, Sharma. Voilà, vidéo YouTube grotesque. Il a une formation, enfin c'est pas une formation, mais c'est une formation email, donc en fait il vous envoie un email par jour pendant 5 jours. Et pour vraiment vous expliquer les bases de Notion, donc les bases de données, certains ne savent même pas ce que c'est des bases de données. Vous regardez ça, c'est grotesque. Et après, vous pouvez profiter à vie de l'outil Notion parce que je vous garantis que c'est nécessaire. Et pour les plus curieux, il y a même une intelligence artificielle inclue dans Notion qui n'est pas ChatGPT, parce que pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas que ChatGPT comme intelligence artificielle. Mais là, elle est inclue directement dans Notion. Donc ça vous permet de, si vous avez un gros document, ou même par rapport à vos cours, il va prendre toute la base qu'il y a sur la page, et après il peut faire plein de trucs, comme soit des résumés, il peut essayer de vous trouver des idées par rapport à si c'est un projet. Enfin, c'est une intelligence artificielle, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Mais en tout cas, elle est inclue dedans, et ça vous permet de pas forcément, si vous êtes sur ChatGPT, vous allez dire, vous allez sectionner les textes, faire copier-coller, tac, là tout est inclus dedans, c'est hyper pratique. Bon, après je crois qu'il y a des essais gratuits. Ouais. Il y a des essais gratuits, quelques essais gratuits pour ceux qui ne payent pas, mais après je crois que c'est une dizaine d'euros par mois, mais je sais que nous deux on l'a, c'est tellement pratique. Mais c'est pratique, mais après quand vous commencez Notion, franchement, c'est... Non, c'est pas utile. C'est pas utile quand vous commencez Notion, mais après, à terme, ça facilite beaucoup les choses. Voilà. Mais donc, en fait, cet outil, il est dans la continuité de ce qu'on disait avec Rappel. Donc, Rappel, c'était pour se mettre des tâches, etc. à faire. Mais par exemple, voilà, si vous avez des idées, etc., développer des choses, c'est à la fois un outil de traitement de texte, aussi un outil d'organisation, un outil ça fait plein de choses, et vraiment c'est utile de manière personnelle, professionnelle. Même il y en a dites-vous, il y a des entreprises qui tournent avec Notion, c'est-à-dire pour communiquer, pour travailler, etc. Ils se servent uniquement de Notion. Voilà, c'est un outil qui est très puissant. Vraiment, il faut essayer de faire cet effort de comprendre l'outil, de l'utiliser. Et une fois qu'on a compris, les utilisations, elles sont vraiment étendues de fou. Y a tellement de choses intégrées. Et pour ceux qui aiment que ce soit esthétique, ça peut être très esthétique comme ça peut être très basique. Niveau traitement de texte. C'est fait pour tout le monde. Franchement, c'est fait pour tout le monde. Et comme a dit Enzo, quand vous comprenez vraiment l'utilité, là, ça change, ça vous fait vraiment ce deuxième cerveau. Et ça change votre productivité. Je vais pas dire votre vie, mais en quelque sorte, si, ça change votre vie, quoi. Voilà. Donc moi, je pense qu'on peut dire comment nous, je pense que tu as dit comment nous on utilise Notion, mais il y a certaines choses qui sont très utiles. Moi personnellement, c'est plus pour prendre mes cours. En fait, pour prendre mes cours, parce que à la fac, j'aime bien réviser partie par partie. Et je sais qu'il y en a plein qui sont dans mon cas, et pas parce que quand tout est dans une page, je trouve mon cerveau il est embrouillé, et puis je sais pas comment c'est fait, et puis là, avec Notion, surtout, on peut avoir la table des matières. Donc, on peut voir telle partie, c'est dans telle partie. Puis, réviser que des petites parties par des petites parties. Ça permet de mieux comprendre, mieux apprendre. Et pour moi, c'est vraiment utile. Après, ça peut être très bien pour la gestion de son temps, sa productivité.
comment organiser son temps. Ça, c'est très utile pour les études, notamment en droit. Alors, tel jour à faire ça, tel jour à faire ça. Enfin, organiser à court terme et comme à long terme. Ça peut permettre d'avoir des objectifs. Il y a des barres de progression. C'est vraiment un outil, mais surtout que là, il est en pleine évolution. Quand nous, on l'utilisait, il n'y avait même pas français. C'était en bêta. C'est vrai. Il n'y avait même pas la langue française. Maintenant, ça a été la 3e langue, je crois. C'est ça, hein. Je crois. Il y avait le coréen. Ouais, parce qu'il y a une grosse communauté d'utilisateurs. Et en France, on a une très grande communauté. Donc, franchement, ça a beaucoup évolué depuis qu'on l'utilise. Mais c'est incroyable. Après, voilà, donc il y a la gestion des finances perso. Donc ça, c'est Enzo qui va vous en parler. Donc c'est comment gérer sa finance. Et voilà, après... Il y a aussi des trucs basiques comme des recettes de cuisine. Faire ses courses. On peut faire ça. Moi, j'ai un truc, c'est pour faire mes courses. Faire ses courses. Maintenant, il y a les automatisations. Ouais. Donc, tu peux dire ça, tu fais telle semaine. Donc, ça va. T'as même plus besoin de le cliquer, ça va le faire tout seul. Enfin, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Mais je vais laisser Enzo parler de ses finances perso qui passe dans le dessert. On fait plat avec le dessert. Non, mais c'est bon, on a mangé le plat et tout. Et là, il faut quelque chose de concret en bouche. Donc, on place au dessert, chocolat chaud, à l'oseille. Donc, chocolat chaud, vous verrez pourquoi avec Antoine juste après. Mais j'enchaîne à l'oseille. Pourquoi à l'oseille ? Parce qu'on va utiliser Notion pour étudier nos finances perso. Et oui, pourquoi étudier nos finances personnelles ? C'est très simple. Je pense que tout le monde veut gagner plus d'argent. Parce que l'argent, c'est la liberté. Et donc, il y a 2 moyens de gagner l'argent. Est-ce que tu les connais, Antoine, ces 2 moyens de gagner de l'argent ? 2 moyens de gagner de l'argent ? Ouais. Se bouger le cul. Non, mais c'est vrai, déjà. Et non, mais déjà, non, plus sérieusement, bien gérer ses dépenses. Il y a 2 manières de gagner de l'argent. Il n'y en a que 2. Bah, travailler. Ouais, grosso ouais. Rémunérer. Concrètement. Et économiser en gérant bien ses dépenses. Voilà, donc 2 manières de gagner de l'argent. 1, augmenter ses revenus. 2, baisser ses dépenses. Voilà, c'est de la logique simple. Voilà. Donc, augmenter ses revenus, c'est possible, il y a plein de choses pour le faire, etc. On n'en parlera pas aujourd'hui pour l'instant. On va parler d'un truc qu'on peut faire. Réduire ses dépenses, c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement, qui peut avoir un impact rapide. On se dit c'est quelques euros, mais c'est quelques euros, plus quelques euros, plus quelques euros, et à la fin, ça fait une très très belle somme. Donc voilà, donc avant de baisser ses dépenses, il faut déjà avoir conscience de ses dépenses. Oui, ça c'est compliqué. Voilà. Donc pour avoir conscience de ses dépenses, il n'y a rien de plus simple. Il faut les noter. Voilà. Il faut les noter. Aujourd'hui, il y a des banques qui le font. Moi, ma banque le fait. Quand vous payez en espèces, moi j'aime bien dire c'est gratuit parce que ça ne s'affiche pas dans mon compte en banque, mais il faut arrêter ces conneries. Il faut quand même noter ces trucs. Mais c'est pas simplement le noter parce que la banque elle le note pour moi, mais moi je me sers pas du truc de la banque. Ça m'en sert juste pour avoir une indication et après je le retranscris dans Notion. Qu'est-ce que je vais faire moi dans ma database Notion ? Pour retrouver le template, donc c'est la page Notion, c'est très simple. Vous allez sur la vidéo de Shubham Sharma, encore une fois, comment je gère mes finances dans Notion. Il a un lien en dessous et vous utilisez la page qu'il fait, vous la personnalisez, c'est la vôtre à partir de ce moment-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que chaque dépense, je vais l'associer à un mois, donc le mois de la dépense. Moi, je mets le jour. Ensuite, je vais utiliser une catégorie, je vais mettre des catégorisations. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais aller sur mon Notion pour donner une catégorisation. Alors, j'arrive, hop, ça va être rapide. Là, je viens juste d'ouvrir l'appli. Voilà, donc en catégorie, moi j'en ai plusieurs. Donc provision, c'est juste pour dire que c'est des rentrées d'argent. Donc voilà, après vous détaillez d'où vient la rentrée d'argent, si la rémunération de tel truc, si vous avez gagné au loto, si vous avez gagné un pari, bref. Provision, après moi j'ai les courses, j'ai ce qui est fast food. Fast food, ça n'est pas partie des courses parce que pour moi c'est bien différent. Les factures, donc le loyer, etc.
du fun, bah, moi j'appelle ça fun, mais ça peut être vos soirées et tout, les trucs en amis, les choses où vous faites plaisir. Utilitaire, donc utilitaire ça pourrait être par exemple l'essence, je sais pas moi, l'essence, un abonnement nécessaire comme iCloud. Bref, on vient catégoriser ce qu'on achète. Ça peut être le médical, etc. On vient catégoriser ce qu'on achète pour mettre dans des catégories et voir à la fin du mois les zones de dépenses de ce que vous payez. Ensuite, en plus des catégorisations, on met du coup les sorties, donc les dépenses, combien on a perdu, combien on a gagné. Et moi, j'utilise un dernier outil que j'ai ajouté après, mais ça, c'est pas nécessaire au début. Mais j'ai mis, c'est subjectif, c'est évitable. Évitable, donc j'ai mis non, ouais, absolument. Donc évitable, ça, pour moi, ça veut dire, c'est est-ce que je pouvais éviter cette dépense? Donc non, non, absolument pas, elle était nécessaire. Ouais, oui, peut-être que j'aurais pu l'éviter, mais c'est pas une mauvaise dépense en soi. Et absolument, c'est une dépense que j'aurais pu éviter, mais que j'aurais dû éviter, qui n'aurait pas dû arriver. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, il faut chaque semaine je le fais, je retranscris toutes les dépenses et je remplis ces critères. J'ai rempli ces critères, je remplis ces critères, etc. Pour ceux qui ne le faisaient pas avant, faites-le chaque semaine. Si vous avez la foi, vous le faites pour les dépenses précédentes. Mais donc, on va arriver en fait à le total chaque mois, donc savoir si est-ce que ce mois-ci j'ai perdu de l'argent ou j'en ai gagné au total. C'est pas est-ce que j'ai gagné de l'argent parce que j'ai eu un revenu, c'est est-ce que ce mois-ci j'ai dépensé plus que ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai gagné plus que ce que j'ai dépensé. Vous allez avoir ça pour les mois et à la fin du coup pour les années. Pourquoi c'est important? Pour avoir une idée de est-ce que je dépense bien mon argent ou est-ce que je le dépense mal. D'accord? Parce que par exemple, je sais qu'il y en a, et ça il faut éviter, le découvert. Être en découvert, ça vous fait payer des frais supplémentaires. Et il y en a qui chaque mois finissent en découvert et le mois d'après finissent en découvert. Tous les mois vous finissez en découvert. Et c'est le même découvert chaque mois. Ce qui veut dire que en fait, vous dépensez à peu près pareil chaque mois, mais vous finissez dans le découvert, donc vous payez des ajouts en plus. Donc si on arrive à gérer ces dépenses, on peut essayer de dépenser un peu moins pour ne pas tomber dans le découvert et donc ne pas payer ces agios. Et ces agios, ça va nous faire gagner de l'argent. Donc pourquoi faire ça? Encore une fois, c'est pour gagner de l'argent. Et à la fin de chaque mois, on va pouvoir voir si on a gagné de l'argent, si on a perdu de l'argent, mais surtout voir les catégories. Où est-ce que je dépense mon argent? Est-ce que je peux réduire? Est-ce que je peux augmenter? Où est-ce que je veux dépenser plus mon argent? Ça peut être un objectif. Se faire des budgets, ça peut servir à ça. Moi, je sais que je dépense beaucoup dans mes courses, mais c'est un objectif. J'ai envie de bien manger. Donc, dépenser plus dans les courses, c'est pas dérangeant. Par contre, ce que j'ai envie de réduire, et c'est que j'ai réduit au fil des années, pour vous dire l'année dernière, il y avait 600 euros qui étaient partis dans les fast-food à peu près. 500-600 euros. Sur l'année, c'est énorme. Mais moi, dans ma consommation de tous les jours, j'avais pas l'impression que c'était autant. Parce que 600 euros dans l'année, ça revient à 50 euros par mois. Et ça revient à 3 fast-food dans le mois. Et 3 fast-food dans le mois, ça peut arriver assez vite. C'est pas tant, c'est plus Ouais, mais... ça peut arriver assez vite. Mais quand tu cumules et quand tu te rends compte de la chose, tu te dis putain, c'est énorme, je veux réduire ça. Et donc, mon objectif, c'était plus un fast-food par semaine, c'est 0 fast-food par mois. Pour réduire ça, parce que en réduisant les fast-food, en fait, je me rendais compte, j'avais l'impression que mon budget course, il n'était pas tant que ça. Mais si j'ajoutais mon budget course plus mon budget fast-food, et ben, si je prenais ce budget de fast-food et que je le mettais, enfin cette dépense dans fast-food et que je le mettais dans course, et ben, ça me permettait d'acheter de la meilleure qualité. Donc aujourd'hui, j'achète des meilleurs œufs, de la meilleure viande, mais derrière, je vais pas au fast-food. Donc je mange mieux tous les jours au lieu de manger mal, parce que les fast-food, c'est pas sain, et manger mal quand je vais au fast-food et manger moins bien tous les jours. Mais dans ce que tu veux dire, c'est qu'il faut quand même se prévoir Je pense que si jamais, par exemple, vous avez besoin d'aller boire un verre avec des amis, tout ça, de se prévoir ce petit budget, de voir combien on dépense par mois dans le loisir. Et si on estime que c'est trop, ben, on réduit les dépenses, c'est-à-dire on réduit les récurrences d'aller boire un verre. Mais si ça nous va, ben, on garde ce petit budget, on dit bon, ben, ok, ben, je sais pas, ça peut être 50 euros dans le mois, dire bon, on va boire des verres avec des amis. Voilà, on garde ce petit budget. Et si on voit, le fait de marquer dans Notion, on voit que tel mois on a un peu dépassé, tel mois on a bu un peu moins, donc c'est plutôt bénéfique. Mais comme ça, on se prévoit ce budget. Mais alors que si on se dit, bon, j'ai de l'argent, je vais payer un verre par-ci par-là, ouais, comme ça j'ai de l'argent. Mais en fait, on ne peut pas estimer combien on va mettre dans le budget. Après, si on dépasse, c'est pas grave, il faut juste en avoir conscience en fait. Et enfin, c'est pas grave. Si on a plus d'argent, c'est grave. Mais si on a de l'argent et qu'on dépasse, c'est pas grave ce budget. Mais le but, c'est d'avoir conscience
et qu'on a ce budget-là, ok, on a dépassé parce que voilà, ça nous a fait plaisir. Peut-être que le mois d'après, on va moins dépenser du coup. Enfin voilà, mais c'est d'en avoir conscience. C'est vraiment tout noter. Comme on disait avec Notion, c'est d'avoir ce deuxième cerveau, donc de noter tout. Parce que la banque va pas te dire, oui, bah là, t'as dépassé ton budget. Non, c'est toi, c'est que. Ouais. Eux, ils vont pas au contraire, ils vont pas te dire ça. Et en faisant ça, ça va vous permettre de mettre des priorités. Parce que d'abord, tu veux mettre tant dans la nourriture, tant. Et donc, tu vois, au total, combien est-ce que tu as de budget, pas pour aller dans le découvert, mais pour ne pas aller dans le découvert. Et avoir des sous à la fin du mois. Donc, ça va permettre de prioriser ça, d'essayer de mettre. Il y en a plein, vous allez vous rendre compte qu'on peut investir de l'argent, mettre de l'argent de côté. Si on paye un peu moins ça, on va pouvoir mettre de l'argent de côté. Ça va permettre aussi, par exemple, pour ceux qui veulent acheter des choses, de par exemple se dire, bah ça j'ai envie de faire ce cadeau, et ben on se dit, bah de m'acheter ça, et ben là si j'achète tout de suite, ça va me faire beaucoup d'argent. Et ben allez, j'achète dans 3-4 mois, c'est-à-dire que chaque mois, je vais économiser pour ça. Et donc ça va vous permettre d'avoir une idée fixe de combien vous allez mettre de côté pour ça. Et donc vous allez vous allez pouvoir vous acheter des choses. Alors on avait l'impression parfois qu'on peut pas se les acheter, beaucoup plus facilement et tranquillement. On va pas se mettre dans la merde sur un mois parce que on va acheter un truc. Donc voilà, il faut absolument gérer, même si certains, je sais qu'ils ont peur de le faire pour pas se rendre compte de à quel point il y a de l'argent parfois qui est gâché. Et ça vous permet aussi une autre chose, de faire attention aux dépenses non voulues. D'accord ? Il y en a, je pense qu'il y a des abonnements que vous avez que vous ne voulez pas utiliser. Il y a des abonnements que vous allez vous rendre compte. Oui, et on s'en rend pas compte parce que on l'utilise pas, mais on va pas voir ses comptes tous les jours, c'est normal. Mais je pense que le plus important, c'est déjà de faire un gros point sur son compte, sur ses abonnements, et de voir ce qui est vraiment utile. Alors c'est sûr que si vous regardez souvent des séries, Netflix ça va être utile. Si vous prenez l'abonnement iCloud pour avoir plus de gigas, c'est plus utile. Mais par exemple, si vous utilisez un abonnement Prime Video, mais que vous regardez rien que sur Prime Video, mais juste vous l'avez pris en mode, bon, mais je le prends parce que si jamais il y a un truc intéressant, je vais regarder, bah, ça, c'est pas utile. Parce qu'on l'utilise pas. Ou je sais pas, il y a plein d'abonnements, j'ai pas d'idée en tête, mais voir ce qui est vraiment utile et les catégoriser dans l'utilité. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas vraiment utiles. C'est comme par exemple, j'avais pris un abonnement VCube, c'est les vélos en libre service. Ça m'a été très utile pendant 1 an. Et en fait, j'ai pas voulu le reprendre. Parce qu'en fait, je me rendais compte que je l'utilisais moins à la fin. Et en fait, comme c'était pas prélevé automatiquement, ça me l'a pas pris. C'est-à-dire que ça me l'a pas fait automatiquement. Mais comment dire, si j'avais pas pensé, enfin si ça a été pris automatiquement, si chaque année c'était renouvelé, eh ben j'en aurais pas pris conscience et j'aurais dit bah j'ai un abonnement vécu, mais en fait j'aurais jamais utilisé pendant 1 an. Bon, je crois que c'est 25 balles par an. Oui. Mais ça reste 25 balles par an. 25 balles, voilà, il n'y a pas de petites économies. Ouais, tu gardes 25 balles, tu peux t'acheter un truc, tu vois. Et il y a aussi un sujet, c'est les paris sportifs. C'est-à-dire que les paris sportifs, c'est très facile quand on a de l'argent, de mettre dans les paris sportifs. En fait, c'est très facile de mettre de l'argent sans se rendre compte qu'on met de l'argent. Parce que si on gagne un salaire, on va mettre, je sais pas, 100 balles par-ci, 100 balles par-là, mais on va pas s'en rendre compte parce que ça va pas, je dis 100 balles, ça va se voir, mais oui, si on met 15 balles par-ci, 15 balles par-là, on va pas forcément se rendre compte sur son compte qu'on perd de l'argent, mais ça, c'est pas utile. C'est pas utile, mais ça peut être utile, genre, si ça vous fait un kiff, franchement, mettez 10 balles. Mettez-vous une limite. Mais ayez conscience, ouais. Encore 10 balles par semaine. Faut avoir conscience. Il faut avoir conscience qu'on va mettre cet argent. Parce que c'est très facile Enfin, il n'y a pas que les paris sportifs, il y a plein d'autres jeux addictifs comme ça avec de l'argent. Il y a le poker, il y a le blackjack, il y a des gens qui sont addicts au casino aussi, c'est pareil, virtuel comme physique. Mais en fait, il faut avoir conscience de se dire, ok, ben, je vais mettre cet argent-là maintenant. Donc là, je vais mettre par exemple, je vais mettre 20 € dans un pari sportif parce que ça me fait plaisir. J'ai envie de parier, ça me donne un plaisir. Ben, ok, mais si on en a conscience, c'est très bien. Mais par contre, si on me dit, oh, je vais mettre 15 balles là, et en fait, j'en ai pas forcément conscience, du coup, je vais remettre 15 balles là vu que j'ai perdu, et après, ça va être encore plus. Alors que là, si on se met une limite, notamment avec les applications, on se peut mettre des limites, mais si on met une limite de 10 €, après, on peut plus déposer d'argent. Donc, ça nous dit, bah ok, j'ai dépassé ma limite, j'ai perdu. Ok, si j'ai gagné, tant mieux. Si j'ai perdu, c'était l'argent que je m'apprêtais à perdre. Donc voilà, mais ça permet de se limiter, de moins être addict, notamment pour les paris sportifs, mais de contrôler sur ce qu'on fait.
et d'avoir conscience surtout. Oui. Ça, Avoir conscience du conscience de coût du plaisir, tu vois, quand tu parles de paris sportifs, il y en a qui ont du Voilà. plaisir. Ça peut être un plaisir. Mais il faut avoir conscience du coût, tu vois. Parce qu'il y en a, je pense qu'ils se rendent pas compte, mais ils mettent 50, 60 euros par mois. Et se Même dire par que. semaine. Oui, c'est un plaisir. Mais est-ce que t'es. Oui, non, mais. Oui, mais. Oui, mais là, je veux dire juste 50, 60 euros par mois, donc t'es à 15 euros par semaine. Se dire à la fin du mois, c'est est-ce que ce plaisir que j'ai, est-ce qu'avec ces 50 euros, est-ce que ça me va d'avoir ce petit plaisir à 50 euros, ou est-ce qu'avec 50 euros, je pourrais pas, putain, m'acheter un truc que j'ai envie d'acheter. Tu vois, par exemple, certains, ils veulent peut-être. Mais après, c'est. Oui, mais. Si oui, ça leur fait mais je suis plaisir, d'accord, mais mais je veux dire, c'est. voilà. Tu sais, chaque plaisir, Oui, il a un ce que coût. tu veux dire. Tu sais, par exemple, aller faire un bowling, est-ce que tu es prêt à mettre 10 balles pour faire un bowling aujourd'hui? Pendant 30 minutes? Oui. Oui. 15 balles? Ouais. Mais tu me dis 50 balles? Non. 50 balles? Non, je fais pas un bowling, je fais autre chose. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Mais c'est pareil que les fast-food, c'est pareil que. En fait, c'est que les paris sportifs, c'est pareil de tout. Il faut en avoir conscience. Et quand on a conscience, ça permet de gérer ses dépenses, mais même sans forcément le noter dans Notion. Déjà, en avoir conscience mentalement, de se dire, ok, ben là, c'est vrai que je mets trop. Là, j'ai fait le point, là, je mets trop. Et pas forcément sans vouloir, c'est fait. Bon, c'est sûr que si on a perdu beaucoup d'argent, ça fait vraiment chier. Mais ok, c'est fait. On a vu le passé, maintenant, on va se mettre à des limites maintenant, dès maintenant. Et maintenant, on va se dire, on va aller de l'avant. Si on gagne de l'argent, c'est encore mieux. Mais au moins, si on gagne beaucoup d'argent, c'est mieux. Hein. Mais au moins, je veux dire, gérer ses dépenses au mieux. Gérer ses dépenses, ça passe par se mettre des limites. Et comme disait Enzo, voir ce qui est vraiment utile. Est-ce que c'est utile de manger 6 fois au fast-food pendant un mois? Bah non, c'est pas utile. Et est-ce que ça nous apporte vraiment du bonheur? Bah non, pas vraiment. Alors que, d'accord, si on mange un fast-food parce qu'on est notre pote, ok, on a mangé un fast-food, bah ok, c'est très bien, on a mangé un soir. Mais c'est différent. On ne dit pas ne pas aller manger au fast-food, ou ne pas jouer au paris sportif, ou ne pas faire ci, ne pas faire ça, ne pas prendre tel abonnement. En fait, c'est d'avoir conscience de ce que tu fais. Mais c'est sûr que, bon, on en a déjà parlé dans l'épisode 2, mais de manger tout le temps en fast-food, c'est pas bon pour la santé. Oui. De jouer trop au paris sportif, c'est pas bon pour la santé. Mais je rebondis il y a plein de trucs comme ça. Des potes. C'est ça. C'est est-ce que, tu vois, par exemple, payer 15 balles pour le fast-food et manger chez moi, bah, le plaisir, il est pas fou. Tu sais? Ouais. C'est ok. Mais par contre, je vois mes potes. Est-ce que pour voir mes potes, je suis prêt à payer 15, enfin, à aller au fast-food avec eux, parce que comme ça, on passe tout le temps ensemble et tout, parce qu'il y en a qui vont devoir partir plus tôt et tout, et comme ça, si on mange ensemble, on passe plus de temps ensemble, et c'est cool, c'est chill, on est au fast-food, parce qu'on va pas aller chez quelqu'un, on n'a pas le temps, on n'a pas la place de cuisiner, etc. Et ben là, du coup, aller voir mes potes, bah, ça va me coûter 15 balles à côté pour manger, mais c'est aussi pour voir mes potes. Donc, en fait, je suis prêt à payer ce coût parce que le plaisir, il est beaucoup plus important. C'est juste ça, avoir conscience de ses dépenses. C'est essentiel, et je dirais même que c'est plus important que gagner plus d'argent. Parce que quelqu'un qui ne gère pas ses dépenses, oui. Peu importe combien d'argent gagne, on l'a vu, j'allais vous dire, je savais que tu allais parler de ça, mais sur la série Netflix I Will Teach You to Be Rich, c'est hyper intéressant. Il y a des gens qui gagnent énormément d'argent, mais ils savent pas le gérer, ils n'ont pas conscience de la dépense, ils se cachent, en fait, ils veulent pas voir leurs dépenses. Et bien, ils sont en perte, ils sont endettés, c'est impressionnant, alors que vraiment, ils ont des rémunérations qui sont impressionnantes. Donc, gérer cet argent, c'est la base, et après, plus vous gagnez, parce qu'il y en a, en fait, par exemple, ils mettent 15 balles par semaine au pari sportif. S'ils ont une augmentation de 100 balles, et ben ils vont mettre 30 balles de plus dans les paris sportifs chaque semaine. Et donc, en fait, ils ont l'impression qu'ils gagnent plus, mais en fait, ils mettent plus, donc au final, ils n'ont pas tant plus que ça sur leur compte. Donc, c'est la base. Et donc, ils n'ont aucune plus-value à gagner. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont aucune plus-value. Il y en a qui vont bosser de nuit, et en fait, ils vont bosser de nuit, donc ils vont se dire, je me fais plus plaisir, mais leur plaisir, c'est des plaisirs qui sont pas fous, enfin, qui sont pas à long terme, et donc, au final, ils travaillent plus pour rien. C'est même pas fou. Moi, je dirais c'est des plaisirs évitables. C'est-à-dire que tu peux te faire un plaisir comme on prend le pari sportif, mais il y a plein de trucs, de mettre 15 € dans le pari sportif, ça te fait plaisir. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin d'en mettre 30 ? C'est ça. Est-ce que 15 € te suffirait pas en fait ? C'est plus ça. C'est pas parce qu'on gagne plus qu'il faut mettre plus. On peut se limiter même en gagnant énormément. Et encore plus quand on gagne moins. Ça c'est sûr. Mais c'est des plaisirs évitables. Il y a des plaisirs qui sont évitables. Mais après c'est sûr que si on peut ne pas jouer au en fait, le mieux c'est d'essayer d'avoir des plaisirs de qualité. D'aller chercher de la bonne dopamine. Voilà. Après c'est un vrai plaisir de manger un fast-food au moins une fois par mois, enfin une fois par semaine. On se sait. Écoutez, on se sait. Il y a toujours, il y a des plaisirs de qualité. Tu vois, il y a manger au fast-food d'abord, et si tu mets de côté, manger au restaurant, aller découvrir de la cuisine. Oui, mais voilà. Donc on va chercher cette qualité. Et ben c'est pareil. C'est comme, je te dire,
gratuit. Là, c'est gratuit, c'est plus en lien avec l'argent, mais c'est vraiment chercher ce plaisir de qualité. Il y a passer 30 minutes devant des TikTok. Ah ouais, j'aime bien. Et il y a se dire, au lieu de passer 30 minutes sur les TikTok toutes les semaines, eh ben, tous les 3 jours, tous les 4 jours, tous les 5 jours, je me regarde un film de 1h30 où je me pose et genre 1h30 de... Ouais, je vais au cinéma, voilà. Je vais au cinéma. Bon, là, on paye, mais on peut le faire chez nous. Ouais. Je vais au cinéma au lieu de regarder 30 minutes de TikTok tous les jours ou 1 heure de TikTok tous les jours et perdre du temps. Et bien voilà, là on va vraiment prendre du temps de qualité. Donc voilà, moi en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire sur les trucs de finance. Allez voir la vidéo de Shubham Sharma, vous allez avoir la database et il faut commencer à l'utiliser. Non, voilà, donc c'est vraiment, pour conclure, c'est un outil qui nous a changé. Nous changer notre organisation, notre tout. Et encore plus pour Enzo, les finances personnelles. Moi, j'ai pas encore commencé ça, mais j'allais m'y mettre doucement. Et il faut que je refasse tout ça, que je me crée une bonne page. Et non, je vais m'y mettre. Mais voilà. Donc après, moi, je passe du tout au tout. Ça n'a rien à voir avec l'organisation, tout ça. Mais je regarde. C'est un peu une mini-série sur Netflix. Ça s'appelle Le cerveau en bref. Et là, c'était le sujet, les souvenirs. Et je voulais vous en parler parce que je trouve ça très intéressant comment le cerveau analyse les souvenirs. Déjà, une info importante, ça c'est impressionnant, ça m'a choqué, que 50% des détails des souvenirs, ils changent chaque année. C'est-à-dire, dans 10 ans, enfin, il y a un souvenir d'il y a 5 ans, bah, toutes les années, les souvenirs réduisent de 50%. C'est-à-dire, en fait, les détails, en fait, on va se souvenir du gros, mais les détails je sais pas, de la voiture, elle était rouge, en fait, non, elle était verte. Ben, ça, en fait, ça va changer et les versions vont changer différemment, enfin, en fonction des années. C'est pour ça que si on a vécu un souvenir avec quelqu'un, il y a 5 ans, il n'aura pas forcément les mêmes détails que vous. Et ça, je trouvais ça intéressant. Mais là où ça a été le plus intéressant, ça a été dans l'analyse de Henry Mollison, comme on dit en anglais, qui a été opéré du cerveau pour épilepsie, donc on lui a enlevé une partie du cerveau. Je n'ai plus la partie exacte, mais en fait il a une perte de mémoire consciente, de mémoire immédiate constante. Et en fait il se perdait chez lui, il ne reconnaissait pas les médecins. Mais par contre, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'il a gardé la mémoire inconsciente, donc la mémoire implicite. Donc c'est par exemple, il savait encore comment faire du vélo, donc ça, comment conduire. Donc ça, il a gardé en fait. Mais en fait, il faut savoir que dans le cerveau, enfin dans la mémoire, il y a la mémoire implicite et la mémoire explicite. Et dans la mémoire explicite, il y a 2 types de mémoire. Il y a la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. La mémoire sémantique, c'est le souvenir des mouvements, d'événements historiques. Donc lui, il s'en souvenait. Il avait cette mémoire sémantique donc, dans l'explicite. Mais en fait, il lui manquait la mémoire épisodique, donc la mémoire personnelle. C'est-à-dire, il se souvient plus. Comme je disais, il se perdait chez lui, il se souvient plus ce qu'il a mangé ce matin, il se souvient plus ce qu'il a fait la semaine dernière, mais par contre il se souvient de gros événements historiques, comme par exemple on lui posait la question qu'est-ce qui s'est passé en 1929, il y a eu le krach boursier, et en fait il s'en souvenait. Et donc là, en fait ils ont vraiment fait une analyse sur ce cerveau, de voir comment comprendre toutes les différentes mémoires. Mais ça ne veut pas dire que les souvenirs sont stockés dans un endroit spécifique, donc ils sont stockés dans beaucoup de parties du cerveau. Ça ne veut pas dire que comme on lui a enlevé une partie du cerveau, ça joue sur toute sa mémoire. Ça joue dans pas mal de mémoires. Mais on a aussi analysé en fonction des différents âges, et voir là où il y a le plus de mémoire. Et en fait, on se rend compte que le pic de souvenirs, il est à l'adolescence, enfin entre l'adolescence et la vingtaine. C'est parce qu'en fait, notre vie change énormément, notamment avec des faits importants, à l'adolescence ou à la vingtaine. C'est là où on se construit, c'est là où on a le plus de souvenirs. C'est pour ça qu'on se souvient beaucoup du collège, du lycée, mais aussi un peu des études post-bac. Mais donc on a remarqué qu'en fait le pic était là, donc même les personnes de 30 ans, mais même de 70 ans se souvenaient plus de cette période de l'adolescence que de l'enfance ou même de la vie adulte pour les personnes plus âgées. Donc c'est intéressant de savoir ça. Et en fait il y avait une fille qui était
qui avait 3 records du monde de mémoire. Donc elle fait des championnats de mémoire. Et elle disait que avoir une bonne mémoire, c'est avoir une vie saine. C'est-à-dire ne pas boire d'alcool, bien dormir. Donc tout ça joue en fait. Tout ça, ça joue. À manger sainement, donc c'est comme on disait. La méditation en pleine conscience améliore fortement, il n'y avait pas vraiment de chiffres, mais elle améliore fortement la mémoire. C'est-à-dire que, comme on en a parlé dans le dernier épisode, cette méditation joue même sur les souvenirs, mais sur la mémoire. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait améliorer cette mémoire par l'émotion. Donc en fait, par l'émotion, mais aussi par le récit. L'émotion, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte, après les attentats du 11 septembre, que en fonction de là où étaient situés les gens, les personnes qui étaient plus proches des tours jumelles, par exemple, se souvenaient plus de détails vifs que les personnes qui étaient un peu plus loin. Donc en fait, ça joue aussi sur l'emplacement, mais aussi sur l'émotion qu'on a ressentie au moment où l'événement est arrivé. Et donc, je trouve ça intéressant en fonction de l'émotion, le souvenir peut être différent. Comme par exemple, si un événement est survenu et que ça vous a pas du tout touché, vous allez quasiment pas vous en souvenir. Alors que si ça a touché quelqu'un, cette personne va s'en souvenir, mais pendant des années, voire toute sa vie. Et donc voilà, donc c'est par l'émotion, mais aussi par le récit. Il y a eu une étude qui a été faite, donc 24 personnes ont dû mémoriser 12 listes de 10 mots. Et en fait, on se rend compte que quand la liste, c'est sous forme de liste, donc chaque mot par chaque mot par chaque mot, et 12% des personnes retiennent la liste. Alors que quand on crée une histoire, c'est-à-dire que les 10 mots, on les met dans une phrase, 93% retiennent. Donc en fait, le but, c'est, comme dans les apprentissages de leçons, comme dans les apprentissages pas forcément de leçons, mais quand on doit apprendre quelque chose, quand on doit retenir quelque chose, le but, c'est de créer un récit, un scénario, ce qui fait que on va mieux retenir. Donc le but, c'est de mémoriser en faisant une histoire. Mais c'est comme, je sais pas si on vous l'a déjà dit quand vous étiez en cours, mais de se dire, par exemple, aux différents chapitres, quand par exemple, si on est dans le bus, tel arrêt de bus, ça va être le chapitre 1. Comme on fait le trajet. Le trajet tous les jours, cherchez le mot, on va plus arriver à se mémoriser en fonction de l'arrêt de bus, plutôt que de se dire, c'est là dans le cahier, là dans le cahier, c'est plus compliqué. Donc en fait, pour en finir avec cette rubrique, c'était juste que les souvenirs sont différents entre chacun. Chacun les interprète différemment. Mais moi, ce qui me choquait le plus, c'était vraiment que 50% des détails des souvenirs changent chaque année. Ouais. C'est-à-dire que, en fonction des années, les détails vont changer. C'est-à-dire, en fait, on pensait qu'on avait mangé avec une assiette rouge, en fait, elle était verte. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, la personne qui était avec toi, elle va se souvenir qu'elle était vraiment rouge, et du coup, ça va je prends un détail bidon, mais... Ouais, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, pour moi, ça m'a vraiment intéressé. Je sais pas si je l'ai très bien expliqué, mais... Magnifiquement bien. Magnifiquement bien. Mais je trouvais ça intéressant, notamment pour toutes les différentes mémoires qu'il y avait. Et comment améliorer sa mémoire, c'est-à-dire vraiment avoir une vie saine et qu'on peut l'améliorer. Il y a des gens, certes, il y a des gens qui retiennent mieux que d'autres, qui ont une mémoire plus poussée que d'autres, mais tu peux toujours améliorer ta mémoire. On peut pas se persuader qu'on a une mémoire de merde et de se dire, comme j'ai une mémoire nulle, j'arrive pas à retenir, je suis nul. Non, on peut l'améliorer. Souvent, ceux qui ont une mauvaise mémoire, c'est ceux qui dorment mal. Hein. Enfin, ceux qui n'ont pas une vie saine. Oui. Mais je rebondis juste, on en reparlera, je pense qu'on l'abordera dans votre podcast. J'ai hésité à l'aborder sur ce podcast. Mais on parlera de techniques de mémorisation comme la mémorisation espacée et Active Recall. En français, ça fait... la mémorisation active. Ouais. Ouais, voilà. Bref, on en reparlera. Ouais. Je finis juste avec une petite anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est une étude qui l'a montré. Eh bien, sachez que si par exemple vous apprenez pendant 1h30 quelque chose,
et que pendant cette heure et demie, vous mettez une odeur ou alors un bruit, un son constant ou une sonorité, et que vous rejouez cette odeur et ce bruit quand vous dormez, eh bien, il y a des études qui ont montré que ça améliorait la mémorisation de ce que vous aviez travaillé pendant ce moment-là. Voilà, c'était pour finir sur cette petite anecdote. Je pense qu'on en a fini. N'hésitez pas à nous poser des questions dans la rubrique questions Spotify. Réponses de Spotify et aussi sur Instagram. Voilà. Et de mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce podcast. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir aimé. Allez, Au au revoir à tous. Bonne semaine.